On y va. Donc, bonsoir à tous, bonsoir Jean-Guillaume et bonsoir Marie-Chantal de l'EL d'Afro. Merci de nous rejoindre pour ce Facebook Live de l'École de l'enfance libre à Mulhouse. Vous êtes une institutrice retraitée qui, dans les Oui, classes de l'éducation nationale, accompagnait des enfants sans notes, sans programme, sans cours et sans sanction. C'est un exemple de plus par rapport à tout ce qu'on a vu au cours de notre série qui montre, comme le fait magistralement Bernard Collot, qu'il est possible de créer des écoles dites du troisième type où la liberté et le respect des enfants sont une réalité quotidienne. Donc voilà pour une très brève présentation, mais on parlera d'autres choses au cours aussi de cet entretien. Mais tout d'abord, j'ai une question pour vous, parce que j'ai écouté des vidéos que vous avez faites avec Jean-Guillaume, justement, qui est ici, où vous racontiez qu'au début, vous avez rejeté l'école et que même vous n'êtes pas allé pendant 3 ans. Et pourtant, vous êtes devenue institutrice. Alors pourquoi avoir choisi ce métier? alors peut-être comme une réparation. J'allais à l'école, c'était donc au niveau du CP qu'on rentrait à l'école à cette époque dans une petite classe, une école de campagne, une école de village. Mais la loi de la jungle dans la cour et même dans la classe m'ont fait et peur, m'ont blessé et m'ont atteint même dans mon intégrité, je crois. M'ont atteinte en tout cas, je l'ai senti comme ça. Et au bout de 3 mois que je passais mes récréations enfermée dans les toilettes à regarder passer les feuilles sous la porte et que j'étais de plus en plus mal, eh bien est arrivée la maladie salvatrice. Voilà. Donc, on m'a retirée de l'école. Je suis restée couchée 3 ans et ma mère m'a fait la classe, soit près du poêle à charbon l'hiver, soit sous le cerisier en fleurs l'été. Enfin, au printemps et l'été, c'était aussi les vacances pour moi d'ailleurs. Voilà. Donc, en fait, un peu comme une réparation. Et elle a su vous entendre, vous écouter. Ma mère, Oui. elle m'a dit qu'elle m'avait fait l'école 1 heure par jour, je crois. Mhm. Et je lui ai dit, bah, si tu avais fait 2, 3 heures, j'aurais peut-être été ministre. Là, j'ai été institutrice. 2, 3 heures, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais en fait, si on regarde, il y avait, tout était concentré, tout allait donc très vite et je lisais beaucoup quand elle me quittait. Donc voilà, je pense que j'ai optimisé mon temps quand Et même. est-ce que vous pensez que justement le fait de ne pas être allé à l'école, d'avoir choisi le métier d'institutrice ensuite, a influé sur votre pratique d'enseignante? Oui, on va dire déjà au niveau de la forme. Mes classes ne ressemblaient jamais à une école. Et les enfants disaient souvent, quand on rentrait de balade en forêt, on rentre à la maison. En fait, mes classes n'étaient pas organisées comme des classes. Voilà. Donc ça, oui, j'avais pas de représentation vraiment d'école dans ma tête. Donc c'était plutôt un lieu de vie finalement, comme celui que j'avais connu moi. Mais par contre, au bout de 3 ans, vous y êtes retourné? Oui, je suis rentrée en CM1. J'ai fait mon CM1 et mon Oui. CM2, puis je suis rentrée au petit lycée, et lycée, voilà. D'accord. Et comment s'est Mais, passé le passage? Comment tu as vécu la Ah fin oui? Mm. de cette époque à euh, la maison? ah oui, c'est un peu un confinement finalement. Bah écoutez, plutôt bien. Le passage, ça a été la découverte de garçons et de filles de mon âge. J'avais des petits frères, des petites sœurs, on était nombreux à la maison. Ah oui. Mais franchement, le bonheur de trouver d'avoir des amis, Mm. de faire des jeux en collectivité, d'apprendre à respecter les autres et à être respecté finalement aussi. Et puis connaître aussi des enseignants qui avaient leurs chouchous, qui notaient, qui me regardaient un peu bizarre, voilà, qui m'ont pas forcément emballé. Voilà, j'ai retrouvé le bonheur d'apprendre au niveau du lycée, j'avoue. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que ta maman, et j'imagine peut-être ton père aussi, à une époque où ça se faisait pas, ont accepté de te sortir de l'école. Est-ce que c'était uniquement la maladie? Oui, C'était tout le temps de la maladie que tu as pu rester à la maison? oui, j'étais D'accord. couchée, donc Ah oui, 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 tout à fait. C'était la d'accord. maladie.
Oui, c'était pas une situation où tu étais libre de tes mouvements facilement. Non, pas du tout. Mais c'était du bonheur quand même, Oui. Oui, plus qu'à l'école. je crois qu'il faut qu'on dise que ce ne sont pas les séquelles de la maladie qui font que votre image est un peu rouge, mais c'est juste une question de caméra. Donc, Complètement. il faut rassurer les personnes qui nous regardent. Oui, 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 tout à fait. Il faut les rassurer. Alors, du coup, je vais un peu résumer ce que tu as fait. C'est que tu as eu 3 classes, hein, si je me rappelle bien, parce que quand on avait fait l'interview, tu avais expliqué qu'il y avait eu, dans ta carrière d'institutrice, tu avais eu 3 classes. L'une à Grenoble, dans un quartier plutôt difficile. Ensuite, sur le plateau Ardéchois, en classe unique. Et puis, enfin, à La Réunion. Est-ce que c'est à peu près c'est juste ces trois moments-là? On va peut-être parler plutôt de 3 époques, parce que j'ai eu beaucoup plus de classes que ça. D'accord. À Grenoble, j'étais suppléante puis remplaçante, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de classes. Effectivement, autant dans les collèges que dans les classes Ah primaires. oui, dans les Et collèges aussi. ouais, dans les collèges aussi, avec les CLIS, pas les CLIS, pardon, c'est plus tard, avec les CPPA, CPPN, voilà, les classes dites de perfectionnement qui étaient dans le primaire. Donc en fait, pendant 2-3 ans, j'ai été autant dans le collège, dans le secondaire que dans le primaire. Oui. Ensuite, j'ai sauté le Rhône, je me suis retrouvée en Ardèche et là, j'ai commencé aussi dans les collèges et on m'a demandé de choisir et j'ai opté pour rentrer de nouveau en primaire. Et là, j'ai découvert les classes uniques du plateau ardéchois autant que ensuite des petites vallées ardéchoises qui remontent jusqu'à ce plateau. La 3e étape, effectivement, c'est la classe à La Réunion, dans des très grosses structures et de créole. Et puis à la dernière classe, celle quand je suis rentrée de La Réunion, la dernière école, ça a été une classe en IME. Et là, c'était la découverte. Alors, on peut rappeler ce que c'est IME, hein, Institut médico-éducatif. Médico-éducatif, voilà. Qui accueille des enfants qui ont des difficultés. Handicapés mentales, je crois, plus que des difficultés. Hein. Franchement, il y avait des enfants autistes, trisomiques, etc. Schizophrènes. Alors, à l'époque où tu as fait tes études, j'imagine qu'il y avait l'école normale, hein, puisque c'était le nom qu'on donnait à l'école où on formait les instituteurs, institutrices. Et tes premières affectations à Grenoble sont dans ce que on appellerait, ou on appelait, mais évidemment l'éducation nationale ne donne pas ce nom-là, des classes poubelles. Oui, c'est comme ça que je les appelais. Ouais. Voilà, et je ne suis pas passée par l'école normale tout de suite. D'accord. Voilà. Je suis rentrée comme suppléante éventuelle parce qu'il manquait d'instituteurs. Ah oui. Juste après le bac. Et puis ensuite… donc, sans aucun équipement pédagogique. Exactement. Ce sont les enfants qui m'ont formée. Et donc, oui, alors cette formation auprès des enfants, comment elle marque ton expérience, ton démarrage? Parce que ça ne doit pas être évident. On pourrait imaginer que l'école normale donne des clés, des explications de comment il faut faire. Enfin, ici, on en doute peut-être un peu parfois. Enfin, tout dépend de qui forme et qui apprend. Et du coup, quelle est ton expérience dans ces premières classes? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va marquer? Est-ce que c'est important pour toi, ce moment-là? Ah oui, ça a été très important. J'étais toute jeune, j'avais 21 ans, 20 ans et demi. J'avoue que ça a été violent, dur, passionnant. Je me suis retrouvée en fait à jouer le rôle de chef de meute. Voilà. Parce que si je ne m'imposais pas, eh ben, il y avait peu de solutions pour moi. Je prenais la porte un peu violemment. Et surtout, je m'étais rendu compte que dans ces classes, les filles étaient la cible de pas mal de méchanceté, voire pire. Et quand elles venaient me dire que j'étais pas assez forte, je comprenais ce qu'elles voulaient dire. J'étais pas assez enveloppante. J'étais pas un rempart contre ça. Et donc, j'ai décidé un beau jour de l'être et je me suis carrément imposée, des fois un peu violemment aussi. Et pour que les garçons me respectent et respectent les filles de la classe. Alors, quand tu dis ça a fonctionné. Quand tu dis violemment, c'est-à-dire que tu leur mettais des claques des fessées ou que simplement comment tu faisais ça? Ah non, je peux être méchante, un peu sorcière. Je crois bien que
Pardon? Donc, parce que d'où la couleur. Oui. Oui, alors parce que enveloppante, vous dites enveloppante et puis vous parlez de rempart. Comment on peut être un rempart en étant enveloppant? Enveloppant, c'est quelque chose d'assez doux finalement. Mais pour être un rempart, comment peut-on être enveloppant et à la fois être un rempart justement pour protéger ces jeunes filles? Alors, je me souviens de quelques outils que j'avais dans les mains. Je voulais que ce soit un rempart qui soit doux pour leur côté D'accord. et ferme de l'autre côté garçon. Et donc, la première chose, quand on allait faire du foot ou des jeux de ballon, on se ramassait les ballons violemment. Donc, j'avais appris aux filles à bloquer les ballons pour pas avoir le ballon qui nous arrivait en pleine figure. Ça a été les premiers outils pour pouvoir jouer avec les garçons et tout doucement s'imposer en disant vous pouvez pas nous massacrer comme ça, nous aussi. On sait arrêter un ballon, on sait jouer aussi avec les pieds et tout ça. Donc ça, c'était quand ça a explosé en classe et qu'il fallait vite sortir, prendre l'air. Voilà, je les ai emmenés aussi beaucoup balader dans les quartiers, dans les parcs, faire des jeux. On a beaucoup travaillé aussi la parole. Et là, les filles, elles sont un petit peu plus douées que les garçons. Mais en fait, dans ces rondes et ces cercles de parole, les garçons se sentant écoutés par les filles et jamais moqués, rarement moqués par elles, ce qui n'était pas le cas dans l'autre sens, tout doucement devenaient aussi un peu plus respectueux. Je peux dire aussi que je pouvais manier la langue un peu méchamment et que je m'en suis pas privée. Je savais aussi courir aussi vite qu'eux pour les rattraper et les bloquer parce que bon, à part ceux qui avaient 17 ans, alors là, j'étais plutôt dans le consensus et l'apprivoisement. Mais pour les petits, j'avais suffisamment d'énergie pour être à la hauteur de leur physique, ce qui m'a bien aidée, c'est-à-dire c'était la période Jean et Clark. Comme je disais dans une autre interview, notre inspecteur nous avait dit surtout pas de talons aiguilles et de mini-jupes. Et c'était pas trop mon style. Donc voilà, j'ai apprécié ma tenue de combat, entre guillemets. Ouais. Sans talons, confortable. Oui, pour grimper par les toits pour récupérer ma classe. Enfin voilà, des petites choses comme ça là. D'accord. Et est-ce que dans vos anciennes élèves, vous avez des dames qui faisaient partie de l'équipe de France féminine de football qui a fait vibrer toute la France l'année dernière? Non, je pense pas. Je me souviens même plus de leur nom, les pauvres. Ce que je sais aussi, c'est que j'avais une autre arme qui ne m'a plus servi après parce que la langue française, finalement, elle a tellement évolué. Je prenais des livres de contes et je racontais des histoires. Et puis, je les arrêtais au moment crucial, vers 4h20, en disant en refermant le livre. Et les enfants me disaient, ah non, tu peux pas nous laisser sans connaître la fin. Et je disais, si, je vous laisse sans connaître la fin. Vous aurez la fin demain si je peux rentrer à l'école, dans la classe. Et j'ai tenu comme ça dans cette classe qui était longue et assez dure, 4 mois. Voilà. Et ensuite, j'ai retrouvé en préparant ce qu'on appelle le CAPSAIS à l'époque, hein, donc c'était le diplôme pour enseigner dans des classes d'intégration, CLIS ou Maître G, tout ça. Donc, Serge Boimard avait exactement mis au point la même technique avec ces classes dites difficiles. Il en avait fait un livre, La peur d'apprendre, que j'ai dévoré en me retrouvant dedans et voilà. Alors, la peur d'apprendre que tu avais, ou que ces enfants avaient, c'était dans quel quartier à Grenoble? Parce qu'on sait qu'il y a le quartier de la Villeneuve qui était un quartier pensé pour être innovant, moderne, en suivant les préceptes de Le Corbusier, et qui est un peu parti qui est en déliquescence. Le collège a récemment brûlé. C'était dans cet endroit-là que tu œuvrais? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais dans le petit Chicago, on appelait ça comme ça, les quartiers de l'abbaye Tesser. Okay. Et puis ensuite, le village olympique qui n'était pas triste non plus. Oui, c'est clair. Voilà. Okay. Et du coup, ensuite, tu nous as raconté que tu as été dans des classes uniques.
Oui. Là, c'est une ambiance complètement différente. Oui. Et là, l'objectif, ça a l'air plus facile. Il n'y a plus toute cette violence et cette difficulté sociale que tu as l'air de porter. Et ce qui a l'air absolument essentiel pour les enfants, c'est juste l'entrée en sixième. Ce qui se passe entre le moment où tu les reçois et leur sortie, c'est qu'ils puissent lire, écrire et compter. Tu n'as plus de programme, plus de contraintes à ce moment-là, ou c'est la seule contrainte? Alors, peut-être pas au tout début, mais j'avais des classes parfois qui étaient tellement petites, 6 élèves. J'ai même eu une classe à 3 élèves. Ah oui, de quel niveau? D'où à d'où? Alors 3, quel niveau? Il y avait je crois, 2 CE2 et un CM1, parce que les 2 autres enfants étaient malades. Donc, c'était une classe de 5. C'était dans une maison forte d'un village ardéchois, la maison d'un modéré de la Révolution française. Et donc, il y avait une pièce dans ce château, entre guillemets, qui était dédiée à la classe, avec une vieille porte en bois, une énorme clé que je tournais tous les matins, et un poêle à bois. Fallait allumer ça avec des babés, comme on disait, des pommes de pin. Voilà, et quand je ratais le démarrage du poêle, il fallait ouvrir les fenêtres. Les enfants disaient quand même que je n'étais pas très douée, ce qui était vrai. Et donc, j'avais ces 3 enfants qui sont venus après, d'ailleurs, des parents d'élèves dans l'école 10 ans, 15 ans plus tard, dans une autre école. Voilà. Ah, ça a été vraiment une belle expérience aussi. Hein. Donc, c'est un grand contraste entre les cités, les ghettos et un château. C'est un peu surréaliste, le passage de l'un à l'autre. Et là, comment tu faisais avec ces 3 enfants? Là, c'est quasiment des cours particuliers. Oui, de toute façon, que ce soit dans ce château, ou que ce soit dans les classes uniques à 5, 6, 7 enfants sur les hauts plateaux, c'était du cours particulier, c'était s'asseoir à côté des enfants, chacun, les uns après les autres. C'était, comment expliquer ça? Beaucoup aussi, je privilégiais beaucoup les interférences entre eux, les grands aidant les plus petits. J'aimais bien tout ce qui se passait entre eux qui pouvait m'échapper. Et puis, cette espèce de chose que je chantais au tout début d'une façon très vague, mais que faire la classe comme j'avais pu la connaître en CM1, CM2, les bureaux tous alignés, un tableau, une maîtresse, mais ça n'avait aucun sens parce que moi, les élèves que j'avais, c'était des individus tous différents, qui apprenaient tous à leur rythme d'une façon différente. Ils faisaient tous partie d'un niveau. Alors, en fait, j'en avais 5, ou j'en avais 8, ou j'en avais 3. Et préparer 8 niveaux, c'était le casse-tête absolu qui faisait fuir tous les enseignants de ce type de classe. Ah oui. Donc, il fallait trouver une autre façon de faire la classe. Et là, j'ai commencé peut-être à me servir, en tout cas, des classes dites poubelles de ma toute jeunesse, parce qu'en fait, finalement, elles m'avaient déjà appris beaucoup de choses, ces classes-là, que préparer des cours, arriver et me retrouver avec la Révolution, parce que c'était pas du tout ça qu'ils voulaient faire. Là, j'avais des enfants beaucoup plus ouverts et beaucoup plus dociles, entre guillemets, mais avec plein de curiosité, plein de questions et plein d'envie aussi. Donc finalement, il y a eu une transition, mais sur le plan pédagogique, on pourrait dire qu'il y a eu une continuité, si je regarde bien. De votre part, pour vous, une continuité. Pour moi, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que est-ce que je pourrais revenir sur ce que vous disiez, que ça faisait peur? Cette absence de niveau, enfin que vous aviez le fait qu'il y avait des classes, des groupes finalement dans ces écoles très petits quoi, et que c'est difficile. En quoi ça fait peur? Parce que pour vous, ça semble avoir été une opportunité absolument fantastique et justement vous a permis de vivre la continuité entre ce que vous aviez vécu et ce que vous viviez. Mais comment vous expliquez que ça pouvait faire peur à certains enseignants? Moi, j'avais à mes côtés des enseignants dans les autres petits villages qui faisaient des choses très, très bien, beaucoup plus sérieusement que moi. C'est-à-dire, ils avaient 8 niveaux, ils faisaient 8 préparations. Ça leur prenait une bonne partie de la soirée, voire une bonne partie de la nuit. Et au bout de 3 mois, ils étaient dans un état relativement,
de fatigue très avancée, avec cette espèce de perte de cet enthousiasme qu'il y a d'enseigner dans ces classes-là, comme dans toutes les classes, j'imagine quand même. Hein. Et la fatigue prenait le dessus. Et si ces gens-là, heureusement, on se rencontrait. Donc, on parlait de tout ça. Même avec cela, même ceux qui s'épuisaient à faire leur niveau. Bien sûr. Oui. Alors, on a commencé à s'échanger nos préparations. Comme ça, ça faisait qu'on en avait moins à faire. Et puis, l'inspecteur m'avait dit, votre mari est instituteur. J'avais dit, bah non, pas du tout. Il est agriculteur. Oh, il avait dit, quel dommage. J'avais dit, ah bon, pourquoi? Il avait dit, bah parce que comme ça, il aurait pu vous faire vos préparations pendant que vous occupiez de la maison. Ouais, bon. C'était vraiment la phrase un peu débile, franchement. Et j'ai dit, bah excusez-moi, moi j'aime bien faire mes préparations, ça m'empêche pas quand même de tenir la maison. Mais voilà. Et donc, le fait de commencer à parler de nos soucis, de nos difficultés, d'échanger nos petits trucs, nos outils, nos fiches et tout ça, et de commencer à monter des projets en commun, ça a donné lieu à cette espèce de co-formation dont parle Bernard Collot, qui est vitale pour les enseignants, j'imagine, mais peut-être pour les éduques, peut-être pour tous les gens qui, en fait, finalement, sont en contact d'autres personnes et qui nous ont formés bien plus que l'école normale ou les stages qui ont suivi. Voilà. Donc, c'était de la formation auto-apprenante. Comme dit Bernard Collot, vous étiez en autogestion libre. Oui, on a fait même des stages en autogestion libre, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé un jour à l'école normale de Privas et puis on s'est retrouvé avec un enseignement pas du tout adapté à nos classes uniques. On était 13 ou 12, 13, 14, je sais plus. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais on peut pas continuer à perdre notre temps comme ça. Les stages étaient longs à l'époque. On nous donnait 3 semaines, 4 semaines. Et on s'est dit, ah non, 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 non. Et alors, on a dit à nos profs que, voilà, on les remerciait beaucoup, mais on partait. Et on a pris une classe dans un collège, le collège de Saint-Sauveur. Ils ont bien voulu nous donner une classe et nous avons commencé à travailler ensemble et à apporter nos propres outils, à apporter des photos, des bouts de films qu'on faisait avec les énormes caméras VHS, là. À commencer vraiment à mettre en commun tout ce qu'on avait dans la tête et surtout ce qu'on avait aussi dans les mains finalement, à mettre en pratique en sortant dans la nature autour du collège, à regarder les paysages, à regarder ce qui nous entourait, à imaginer comment on allait aussi ouvrir la classe, enfin bref. Et juste à la fin, comme j'avais justement des amis instituteurs, dont ma belle-sœur, à l'école, dans certaines écoles de la Villeneuve, de Grenoble, qui étaient eux aussi en train d'échafauder des pédagogies nouvelles, de rentrer dans les ordinateurs, les premiers ordinateurs, de travailler à 3 niveaux avec des classes qui avaient, on appelle ça des sortes de rideaux qui s'ouvraient, qui se fermaient, là, des cloisons qui permettaient, qui permettaient à la classe de se retrouver à 2 instituteurs ou à petits groupes, etc. Et j'ai proposé aux autres de venir camper chez mes parents qui habitaient juste à côté et d'aller se frotter aux classes, aux élèves de ces classes-là et de leur montrer finalement un petit comment on appelait ça à l'époque, montage vidéo et photo de ce qu'on faisait dans nos écoles. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec des CM1, CM2 assis par terre, hyper attentifs et qu'on leur a montré ça. Et puis, on a demandé à débattre et à savoir ce qu'ils en pensaient. Et puis, il y a un bout de chou, un petit maghrébin qui s'est levé très en colère et puis qui a dit Maître, ils sont encore plus expérimentaux que nous. Voilà, ça a été sa phrase. Et c'était tellement, voilà, comment dire, émouvant et on a pu commencer à discuter sur la pédagogie des rats des villes et des rats des champs.
Oui, parce que c'était la rencontre entre 2 mondes. Vous aviez Ouais, le monde de la campagne et vous étiez ouais. dans les quartiers, hein. Vous aviez cité ce fameux quartier de la Villeneuve à Grenoble. Mm. Et puis en plus, ce qui est fascinant dans ce que vous dites, c'était que vous avez réussi à emmener, des collègues à vous qui au départ étaient extrêmement, structurés, dans, leur préparation de niveau, comme vous disiez, et que tous ensemble, vous ayez réussi à monter ça, à faire Oui, ça. oui, oui, Mm, tout à fait. Ça a commencé vraiment par les classes qui étaient autour de nous. On a mm, été une petite vallée, la première, cette vallée du Talaron, avec 4 petites classes, 4 petites écoles séparées par 5 kilomètres. On a commencé là, à emmener les enfants faire la descente de l'Ardèche et dormir dans les grottes. Alors ça, les parents, pour eux, ça a été l'aventure, on n'en parle même pas. Les enfants, ça a été magique et nos inspecteurs et conseillers pédagogiques, ça a été un peu pour eux les premiers cheveux blancs, j'imagine, pour certains. Et donc, ça a été, on s'est dit qu'on pouvait travailler en réseau et que c'est même sans outils, on n'avait rien finalement. Un téléphone qui fonctionnait de temps en temps. Il a fallu attendre l'arrivée dans les années 80, 88, peut-être 86, je ne sais plus, pour avoir les tout premiers ordinateurs, voir le Minitel au départ et commencer l'aventure des apprentissages via la communication entre les écoles. Alors, Mais avant, voilà. dans ton expérience que tu as avec tes collègues, est-ce que tu penses que c'est ce qui t'a nourri toi aussi dans ce que tu vas faire avec les enfants ensuite? Parce que là, vous vous auto-organisez, c'est très informel, votre hiérarchie vous fout la paix, et vous apprenez ce que c'est que de coopérer, que d'échanger. mm. Ça a l'air très riche, vous changez de lieu, etc. Est-ce que ça a nourri ta pratique dans les apprentissages qui ont l'air assez informels avec les enfants, puisque tu décris que tu es très attentive à ce qui émerge, au fait de les laisser échanger, interagir entre eux. Est-ce que cette expérience-là était en fait une formation, une préparation de plus à ce que tu as fait ensuite? Oui, complètement. Et je pense que ça m'a rendue attentive et ouverte à tout ce qu'allait m'apporter après le réseau des enseignants des CREPS avec Bernard Collot. Parce que déjà, localement, on avait pratiqué ça. C'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe, Marel. L'ordinateur non plus. Tout a été un choix après. Alors, il faudrait préciser ce que c'est que Marel pour les gens qui ne connaissent pas. Oui. C'était un réseau d'échange entre enseignants, hein, c'est ça? Alors, c'était un réseau d'échange à 2 niveaux. Le premier, au niveau des enfants. Voilà. Il y avait 150 classes sur Marel au départ. Et puis, il y avait donc une boîte aux lettres pour les enfants et un échange au niveau des enseignants qui faisait que nous gérions les messages des enfants, nous, le soir, en rentrant sur nos boîtes aux lettres dites adultes. Voilà. C'était Internet avant Internet. Ouais, c'était Internet avant Internet. Ça a commencé avec le Minitel. C'était assez dur, assez catastrophique, mais on y arrivait quand même. Hein. Et puis ensuite, quand on déboulait les premiers ordinateurs, pas les TO7, les machins comme ça, mais les vrais ordinateurs, ça a pu commencer. On a pu se brancher les Minitel sur les ordinateurs, puis ensuite avoir un modem, et puis ensuite pleurer auprès des mairies pour avoir une ligne de téléphone, etc., etc. Et ça a fonctionné. Et alors là, on est passé à autre chose. Et les parents dans tout ça? Alors, les parents dans tout ça, on pourrait se dire que nous, par rapport à la ville, dans ces petits coins un peu reculés de l'Ardèche, ça aurait été une aventure compliquée à mettre en place. Donc, c'est pour ça que j'aurais pas pu arriver là-dedans avec tout ça dès le début, finalement. Tout se fait d'une façon naturelle et chronologiquement. Rien n'arrive après par hasard. Tout ce que j'avais mis en place avant aboutissait d'une manière complètement naturelle avec le réseau Marel. Les parents d'élèves que j'avais dans les villages à cette époque, c'était des parents d'élèves qui étaient, j'allais dire, un peu en 2 groupes. Le premier groupe, c'était les parents
locaux du coin, les parents ardéchois, ceux qui vivaient là depuis longtemps. Et puis, il y avait le groupe des néos, ceux dont je faisais partie d'ailleurs, qui étaient arrivés dans les années, alors ça pouvait être 69 pour certains, juste après 68, surtout dans les années 70 pour la plupart. Donc, avec des envies et des souhaits, des désirs et des valeurs qu'ils avaient mis en place en choisissant ce qu'on appelait le retour à la terre, pas de télévision, la vie le plus naturellement possible, ce qui n'était pas tout à fait, c'est pas incompatible, mais c'était pas tout à fait le choix des parents ardéchois qui, eux, n'avaient pas eu le choix peut-être de quitter l'Ardèche, en tout cas qui vivaient là parce que c'était leur pays, quoi, leur implantation de départ. Donc finalement, ces deux groupes de parents m'ont autant apporté les uns que les autres. Oui, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes attentes de l'école, oui. J'imagine. Voilà, et il fallait faire une sorte de soudure entre les deux. Et l'école, c'était vraiment l'endroit où il pouvait y avoir cette soudure, où il pouvait y avoir cette espèce de mayonnaise qui devait prendre, parce que finalement, les mairies et les parents, qu'ils soient nouveaux arrivants, comme on dit aujourd'hui, ou implantés depuis longtemps, pour eux, l'école, c'était plus important que tout. Et c'est grâce au fait que l'école était précieuse que j'ai pu quand même tâtonner et aller loin, parce que quelque part, cette école, elle était leur, comment on pourrait dire, elle était la leur, mais en même temps, ils me faisaient quand même bien confiance, ces gens-là, quoi. Oui, ces néo-ruraux qui voulaient revenir à la terre, ils ne remettaient pas en question l'école. Ils mettaient leurs enfants à l'école. Oui, exactement. Peut-être même plus que maintenant, d'ailleurs, où il y a une déscolarisation beaucoup plus importante. Ils étaient très conscients, en vivant dans des fermes isolées, que là, l'école, c'était l'endroit où les enfants se retrouvaient entre eux, et c'était hyper important. Quand ils rentraient de vacances, les gamins étaient super heureux de se retrouver. Et souvent, même pendant les vacances, ils allaient chez les uns, chez les autres. Donc, l'arrivée de l'ordinateur ne s'est pas fait sans difficulté, parce que autant les gens du pays m'ont soutenu et ont trouvé que c'était quand même bien que l'école se modernise, l'école du village se modernise, et des ordinateurs, comme les cousins qui étaient en ville. Et autant du côté des néo-ruraux, eh ben c'était, nous, on n'a pas la télé, et qu'est-ce que tu nous mets ça dans la classe, quoi. Donc, c'est vrai que ça a été un petit moment où il a fallu discuter, et il a fallu aussi montrer, faire les preuves que cet outil-là, il allait nous permettre plein de choses super intéressantes pour avancer dans les apprentissages ordinaires, mais vers des apprentissages aussi assez extraordinaires, finalement. Voilà. Et là, ce que j'ai pu faire aussi, c'est instaurer un atelier informatique pour les enfants après 16 heures, puis ensuite pour les collégiens, quand le bus arrivait vers 5h30. Et ensuite, avec le panier de casse-croûte, on faisait ça avec les parents. Et ceux qui avaient été les plus récalcitrants sont ceux qui s'y ont mis assez rapidement, finalement. Les parents, vous parlez des parents là. Et puis on n'en était pas aux discussions sur les écrans qu'on a actuellement. Ah ben non, on n'en était pas là. Franchement, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait rien. Il y avait juste cet ordinateur à l'école. Et ces ordinateurs, puisque moi j'en ai mis quelques-uns, et en fait, il y a même des parents qui venaient travailler dessus après l'école, qui demandaient un coup de main, etc. Puis il y avait aussi le fax. Moi, j'avais un fax à l'école et les parents s'en sont servis aussi. Quand on t'écoute, on a l'impression que cette école devient plutôt un lieu de vie. Aujourd'hui, on parlerait de tiers-lieu. Hein. Et on a l'impression que tu as su lever les contraintes qui étaient inhérentes à l'institution, venir le matin, etc. Mais que toi, tu as pu enlever pour les enfants beaucoup des contraintes, des obligations, les dictées, les punitions, les choses comme ça. Et
et que la façon dont les enfants apprennent ressemble beaucoup plus à ce qui est de l'informel. Est-ce que c'était le cas? Comment ça se passait? Oui, carrément, je rentrais en classe en disant oh, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et là, les uns disaient oh là là, mais moi je sais déjà ce que je vais faire. On sort le journal dans une semaine, j'ai un texte qui est bourré d'erreurs, tu m'as souligné tout ça, il faut que je travaille les passés composés. J'en ai au moins pour 1 heure et demie ce matin. Et les autres disaient ah ben moi je suis en train de monter un jeu de devinettes, les troisièmes filaient faire je ne sais quoi. Finalement, chacun était dans le cours de ses apprentissages et la semaine se déroulait avec ce qui s'était passé la veille, les messages qui étaient arrivés entre-temps, les recherches que les enfants avaient pris en charge pour répondre à leurs correspondants. Et moi, j'étais là, je voyais tout se mettre en ordre, les tables se rapprocher, au contraire s'éloigner, les dictionnaires arrivaient sur les tables, et je me disais, waouh, magnifique quoi. Et j'étais juste là pour donner un coup de main, orienter une recherche, finalement. Peu de choses par rapport à tout ce que ça avait demandé de travail au tout début quand je pataugeais un peu dans tous ces niveaux. Donc, ce que tu décris, c'est presque une ruche, une conférence de rédaction, une entreprise, je sais pas, enfin, un collectif associatif. Oui. J'imagine que la vie des enfants entre eux doit être très agréable. Du coup, est-ce que c'est comme quand on a découvert les classes de Bernard Collot, du 3e type? Comment se passe la gestion d'éventuels conflits? Y en a-t-il, enfin, d'éventuelles tensions? Oui, il y a des conflits, il y a des tensions. Heureusement, c'est normal, c'est la vie, hein. Alors après, on s'était dit que le samedi, comme je travaillais en classe coopérative et quand on faisait des classes transplantées, je les ai emmenées à Florence, en Tunisie ou ailleurs, c'était souvent là qu'on travaillait sur nos projets à moyen terme, voire long terme, et c'était aussi là qu'on disait, tous les petits papiers qu'on a mis dans la boîte là, parce que il y a des choses qui nous vont pas, et c'est là qu'on les lit. C'est là qu'on déplie les papiers, c'est là qu'on dit à chacun, aux autres, ce qu'on n'a pas vraiment apprécié, ce qui nous a blessés, ce qu'on a beaucoup aimé aussi, voilà. Et s'il y avait un conflit dans la cour qui était violent et il fallait donc intervenir rapidement, on le faisait aussi. Ce qui a été assez intéressant quand même, c'est de se dire qu'au fur et à mesure des années, il y avait de moins en moins de conflits dans la cour et dans la classe. Mais vous parliez là comme si vous aviez un groupe homogène, et c'était peut-être le cas, qui était quand même assez homogène avec assez peu de roulement. Sinon, comment ça se passait là, quelqu'un qui arrive comme ça et qui a vécu, disons, CP, CE1, CE2, structuré, niveau, comme vous décriviez tout à l'heure, et qui arrive dans votre classe? Comment c'est pas un peu déroutant? Il peut être très très mal celui-là. Oui, ou celle-là, tout à fait. Oui, c'est arrivé, pas beaucoup, hein. Souvent c'était pas des grands, mais je me rappelle toujours de 2 fillettes qui sont arrivées, avec qui j'ai toujours des bons moments, avec qui je passe toujours des très bons moments. Le service après-vente, comme je dis, entre guillemets, fonctionne toujours après, en fait, avec certains. Et ces 2 fillettes, elles arrivaient d'une école de la région de Valence. Et là, ça a été violent pour l'une et la bouffée d'oxygène pour l'autre. La deuxième, qui était en grande section, était très mal à l'école, pas heureuse. Et elle s'est totalement épanouie en l'espace de très peu de temps. Et c'est devenu un enfant leader dans la classe. Et l'autre, qui était très douce, un peu effacée, toute seule en plus en CP, elle déboulait, j'avais pas de CP cette année-là. Et perdue de chez perdue. Je l'ai pas vue tout de suite. Ah oui, toute seule en CP en plus, enfin. Ouais. Façon de parler, quoi. CP, façon voilà, façon de parler. Oui. Toute seule dans les apprentissages de la langue. Et tellement renfermée aussi qu'elle avait pas beaucoup qu'il n'y avait pas de prise avec les autres enfants tout de suite. Cette année-là, j'en avais beaucoup des enfants. Beaucoup. J'en avais 30. C'est-à-dire beaucoup. Pour vous, à l'époque, c'était quoi, beaucoup? 30 en classe unique. Je vous raconte pas. En fait, c'était pas 30, mais j'avais une élève que j'avais eue
qui était revenu en fait en fauteuil roulant après une maladie et qui me donnait deux enfants. Donc, de 28, ça me faisait 30, ce qui m'a fait pouvoir ouvrir une classe l'année suivante. Mais cette année-là, à 30, à 28, ça a été super lourd quand même. Et donc, elle a été noyée, cet enfant-là. Je l'ai pas vu tout de suite. Et un jour, peu de temps après quand même, mais trop pour elle certainement, elle est venue me voir et elle m'a dit, je comprends rien à ta classe et je sais pas quoi faire et je suis pas bien. Et là, j'ai vu sa profonde détresse. Elle pleurait. Donc, on s'est assis ensemble, on a discuté. Donc, c'était une petite qui avait quoi, 6 ans? Oui. 6-7 ans. Donc, c'est déjà fantastique qu'elle ait réussi à le dire, à le sortir, à venir vous parler. Oui, parce qu'en fait, elle sentait quand même que dans la classe, les enfants me parlaient librement. Voilà. Donc, ça l'a aidé. Et moi, je me suis dit, oh là là, Marie-Chantal, quelle catastrophe, des fois, tu peux faire. Et je me suis dit, mais bien sûr, c'est normal qu'elle ne comprenne pas. Autant l'autre, évidemment, c'est un poisson dans l'eau. Donc, j'ai remis en place les structures dont elle avait besoin. Voilà. J'ai remis en place des moments CP pour elle, où j'étais avec elle, où on apprenait on apprenait à lire ensemble. Elle avait un livre, un cahier, pareil en maths. Et ces moments-là, tout doucement, je l'amenais à glisser vers le groupe des CE1 qui faisait des textes, des poésies, qui écrivait, qui travaillait pour le journal et tout ça. Et peu à peu, ça s'est fait d'une façon assez finalement magique. Peu à peu, elle a commencé à savoir lire parce que c'était une élève studieuse et intelligente. Et peu à peu, elle a commencé à rentrer dans ce groupe de CE1 qui était assez important, d'où peut-être la difficulté qu'elle a eue à rentrer et qui fonctionnait depuis la maternelle, depuis l'âge de 2 ans ensemble. Alors eux, évidemment, c'était pour eux, ils comprenaient pas trop cette espèce de fragilité qu'elle exprimait. Et ils ont su l'accueillir et elle a su rentrer et les rejoindre tout en continuant ses apprentissages pour travailler dans les projets avec eux. Et voilà. C'était solide après. Pardon? Et c'était solide après. Je veux dire, cette intégration après, voilà, une fois qu'elle a été faite, elle était faite. Oui, exactement. Oui. Quand je lui ai corrigé elle a fait un master de psychologie et qu'elle m'a envoyé en correction son mémoire, j'ai dit olé, quelque part, ouais, son intégration. C'est intéressant, on avait la question peut-être pour plus tard, mais là elle vient, c'est que ces enfants que tu as suivis, que tu as connus, que tu as accompagnés, quel effet ça a eu sur eux? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ce rapport différent à l'apprentissage, tu vois? Ils m'ont dit qu'ils avaient été complètement perdus au collège, que c'était infernal, ils s'étaient ennuyés et qu'ils ont commencé à reprendre vie au lycée et en fac, qu'en fait on avait mis ensemble au point, ça les avait beaucoup plus servi plus tard. Voilà. Et que le collège, pour eux, ça avait été assez l'horreur finalement. Mais en termes de niveau scolaire, il y avait aucune difficulté. Alors, c'est la crainte quand on laisse les enfants libres, on pense qu'ils vont être ignares. Oui. C'était de la liberté contrôlée quand même, parce que j'ai toujours été dans un coin de mon cerveau chef de meute quand même. Alors en fait, oui, les professeurs, j'avais été les voir, j'avais dit, ils m'avaient dit, vos élèves, ils ont le niveau 5e, ce qui fait qu'ils s'ennuient. J'avais donc une maman qui leur faisait anglais et une autre maman qui leur faisait allemand. Alors je comprends qu'ils étaient en niveau 5e, en piscine, ils savaient tous plonger et crouler. Bah oui, en classe unique, quand on laisse la bride abattue sur l'encolure des enfants, ils sont comme les chevaux, ils vont à leur rythme et ils peuvent aller très vite et le bonheur d'apprendre, ça mène loin. Et au collège, c'était l'inverse qui se passait. Donc, du côté de ce qu'on appelle vraiment le niveau, j'étais rassurée sur ce que je faisais. Après, ils m'ont dit que mes élèves étaient rebelles. C'est une qualité, ça. Alors, oui, pas pour eux. Après, j'ai dit, ah bon, et ça se passe mal avec vous? J'étais un peu ennuyée. Ils m'ont dit, non, ce sont des rebelles polis. Ils savent s'exprimer et ils l'expriment très bien. J'ai dit, bon, de ce côté-là, tout va bien alors.
Mais voilà, c'est vrai que c'était déroutant, ce genre d'élèves. Ils ont été très souvent, délégués de classe. Mhm. Et au niveau du lycée, quand le petit lycée du Chélar s'est monté, quand on leur annonçait, il me disait, le conseiller d'éducation me disait, ah mais nous, quand on nous annonce Saint-Jean-Chambre, on aime. Donc c'était un joli retour. Saint-Jean-Chambre, c'est le village où tu Je suis exerces. restée 11 ans. D'accord. Voilà. Ouais. Et alors, là, vous parliez tout à l'heure de laisser la bride et de les laisser galoper et puis acquérir. Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui se trouvent actuellement en situation de confinement, avec toutes les consignes qu'on entend du gouvernement où il faut suivre le programme, continuité pédagogique, etc., alors que votre expérience est tout autre? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces parents-là? Ou à la société en général, d'ailleurs, ou au ministre de l'Éducation? Oh là, je sais pas trop, je crois que je pourrais être virulente. Pour les parents, allez-y, on est... pour les parents aujourd'hui qui reçoivent tant de pression de la part des professeurs eux-mêmes, qui reçoivent tant de pression de la part de leurs inspecteurs eux-mêmes, qui reçoivent, hein, voilà, c'est en chaîne. Hein. Je leur dirais que cette époque, ce temps-là qu'on a enfermé les uns avec les autres, c'est un temps peut-être certainement très dur, mais c'est un temps magnifique pour mettre en place des journaux personnels, des BD, des dessins, parce qu'on peut peut-être pas sortir la peinture, on l'a peut-être pas dans la maison, de la poésie, d'écrire tout ce qu'on ressent violemment, avec les mots, chercher le mot juste, avoir le dictionnaire pas loin, reprendre la plume, mais le faire par tablette si on préfère, c'est pas gênant. L'envoyer à des réseaux de copains ou le garder pour le jour où ça va sortir. Je disais à mes neveux et nièces, allez, pour Noël prochain, si on est sorti, apportez tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez dessiné, tout ce que vous avez hurlé. Donnez-nous tout ça à lire ou à chanter pour la fête de Noël familiale. C'est un peu ça. Et puis, profiter de tout ce qui se dit à la radio, à la télé ou sur les réseaux, puisque pour les ados, ils sont aussi sur les réseaux, pour se faire expliquer les choses, aller chercher les choses le plus juste possible, avoir développé l'esprit critique. C'est vrai ce qu'on nous dit là ou c'est carrément de l'enfumage? Est-ce que je peux aller chercher sur des sites qui vont me donner d'autres points de vue? Est-ce que l'histoire, faire beaucoup d'histoire, est-ce que l'histoire nous apprend ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer après? L'histoire, la géographie en ce moment, mais c'est absolument important. Voilà, c'est ça que je dirais. Et au ministre, qu'est-ce que tu lui dirais si tu étais un peu virulente, voire beaucoup? Je sais pas, mais peut-être qu'il aille faire cultiver son jardin en relisant Voltaire à la limite, ou Rousseau, pourquoi pas, mais lui dire que, je sais pas, de respirer, de peut-être se poser la question de comment il était quand il était petit, comment il apprenait, et de quoi il avait peur, et de quoi pourquoi il avait la haine de temps en temps, et par rapport à quoi, et voilà, se rebrancher sur on appelle ça les enfants intérieurs, j'en sais rien trop, mais en tout cas, sur ce ressenti, son enfance à lui, ce qu'il a blessé, ce qu'il a porté. Ouais, je dirais peut-être ça. Je serais pas si virulente, finalement. Il me ferait peut-être un peu pitié, cet homme-là, je crois. La haine, vous en parlez un petit peu, puisque quand vous êtes retrouvés aussi à La Réunion, il me semble dans des classes assez difficiles. Là, vous l'avez vécu, là, cette haine que pouvaient ressentir certains enfants. Alors, je ne sais pas si c'était des adolescents ou des un peu plus jeunes, mais qui étaient poussés en graines. Comment ça se passait là? Alors, est-ce que c'était aussi une continuité d'expérience comme celle dont vous avez parlé tout à l'heure? Ah, j'étais beaucoup mieux armée qu'à mes 21 ans dans les classes de l'abbaye Tesser. Beaucoup plus armée, mais par contre, j'ai retrouvé mes réflexes de mes 21 ans. Chef de meute? Chef de meute, tout à fait. Et armée en plus, avec une règle en fer, je me souviens. Parce qu'en fait, j'avais des élèves d'une violence, parce qu'ils étaient plus grands, parce que l'alcool et les drogues étaient présentes aussi, ce que j'avais moins quand même dans les quartiers à cette époque-là. Finalement,
Ouais, j'ai fait le lien entre tout ce que j'avais appris dans ces classes uniques et ce que j'avais aussi appris dans ces premières classes de collège et d'école. Et ça m'a beaucoup aidée. Je me souviens d'un enfant vraiment très, très, très violent, qui me faisait même un peu peur. La nuit, j'en rêvais. Et qui avait envoyé son instit à l'hôpital et commis des choses pas vraiment claires dans les toilettes d'une école. Il était très grand et il devait pas avoir, je sais pas, il annonçait qu'il avait 13 ans, mais je crois qu'il était un peu plus grand que ça, 14, je sais pas. Et finalement, le psychologue scolaire m'avait dit, quand tu es en classe, quand tu es devant des élèves, tu fais quoi? Je dis, bah, je suis enseignante, ça va, je sais faire. Il dit, et quand tu es devant un animal sauvage, tu deviens quoi? Ben, je dis, dompteuse. Et il dit, ben, en ce moment, tu es dompteuse et ne lâche pas ta règle. Voilà. Et j'avais une règle en fer. Et donc, je m'en suis servie finalement parce qu'il y avait une telle violence contre moi et contre les deux seules gamines, les deux seules filles de cette classe, que j'ai bien été obligée de m'en servir, ne serait-ce que moi pour ne pas partir à l'hôpital et elle, pour elle aussi, pour qu'elle n'y aille pas non plus. Donc, Ça a été violent. Ce qui se passait, c'est que, un peu comme au début de ta carrière, ces enfants eux-mêmes devaient subir des violences. Ouais, c'était un enfant qui était frappé, tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, il rejoue les scénarios là où il peut. Et avec toi, il devait peut-être malheureusement, enfin pour toi, mais pour lui, se sentir suffisamment en sécurité pour essayer d'en faire quelque chose. Il n'était pas du tout en sécurité. Cette violence-là, dans mes souvenirs, elle allait loin. Il y avait, je crois que tu parlais de situations d'inceste ou de choses très très dures. Et oui. tu arrivais à ce que les enfants puissent être dans un endroit, on en parlait hier avec Jean-Pierre Tillian, que parfois l'enfant a besoin d'un témoin lucide. Alors là, tu étais avec ta baguette, ce n'était pas forcément le mieux, mais il y a des moments où tu as su être ce témoin lucide dont parlait Alice Miller. Tu as su accueillir ces détresses d'enfants, peut-être plus facilement qu'à tes débuts. Oui. Tout à fait. Je reviendrai à ce cas-là très, très compliqué. J'avais un enfant dans cette même classe, c'est pour ça que c'était un peu le volcan, cette classe, qui était... alors, peut-être qu'aujourd'hui, je penserais... À un moment donné, il devenait fou. C'est-à-dire qu'en fait, ses yeux me traversaient, il ne me voyait plus, et là, c'était l'explosion. Il attrapait les autres à la gorge et puis il les étranglait. Donc, j'avais pensé, la première chose, c'était lui mettre le seau d'eau qui me servait à nettoyer le tableau, lui mettre le seau sur la tête. Une fois dans le noir du seau, il arrêtait d'étrangler l'autre et je le poussais dehors et je m'enfermais à l'intérieur avec les enfants, ce qui n'était pas du tout une bonne solution. Quand il revenait à lui, on s'était mis en rond et on essayait de lui faire parler, de lui demander ce qui se passait. Donc, c'était vous et les autres élèves. Enfants, et les autres élèves. Et donc, il expliquait aux autres, et ça, j'ai trouvé incroyable, qu'il n'y ait jamais, il y avait de la peur de temps en temps avec lui, mais jamais de refus, de le repousser, de le critiquer. Les autres lui demandaient, qu'est-ce qui t'arrive quand ça vient? Et il disait, eh ben, ça monte, et je ne vois plus personne. Et il nous disait, moi, je sais plus ce que je fais. Alors, il y avait un garçon qui lui avait dit, qui l'avait étranglé d'ailleurs, qui lui avait dit, ben, tu sais quoi, tu ne demandes pas à madame. Quand tu sens que ça commence à monter, tu prends la porte et tu vas courir comme un fou dans la cour. Et tu reviens quand tu sens que c'est mieux. Et je lui avais dit, bah ouais, pourquoi tu n'essayerais pas ce qu'il vient de te dire, tant qu'à faire? Et il l'a fait. Et ça, il l'a fait une fois, peut-être 2 fois, pas plus. C'est jamais revenu. Le fait que le groupe classe prenne en charge cette espèce de folie qui montait en lui et qu'il l'accompagne dans une sorte de mise en place de, je sais pas quoi, d'un rituel finalement, ça l'a complètement... c'est pas guéri, hein, j'imagine pas que ce soit guéri, je sais pas ce qu'ils sont devenus ces enfants-là, adultes. Mais en tout cas, dans la classe, il y avait cet apaisement qui était en lui. Quand est arrivé
ce grand garçon-là. Ça a fait remonter aussi toutes les blessures, toutes les violences de chacun dans cette classe. Et les 2 seules filles que j'avais, oui, leur papa était en prison pour inceste. Donc déjà, elles étaient elles-mêmes un peu en sursis dans cette classe, un peu à se demander ce que les garçons pouvaient bien tenter contre elles, contre moi. On n'était que 3 filles finalement. Et cet élève, en arrivant, il a fait exploser de nouveau ce volcan-là. Donc, quand il tapait violemment avec son poing sur une des 2 petites filles, alors là, ça me mettait hors de moi et j'attrapais ma règle et je lui tapais sur l'épaule et il partait. Donc, il sautait par la fenêtre et il s'enfuyait. Donc, j'appelais les gendarmes en leur disant que voilà, il devait être au niveau des cannes à sucre et qu'il fallait le récupérer. Et ça a duré 1 mois comme ça. 1 mois où peu à peu, la règle n'a plus servi. En revanche, tous les matins, il me disait en comorien des insultes parce que j'étais femme et blanche. Et tous les matins, je lui disais que c'était moi qui étais le chef de ce groupe-là, le chef de cette classe, que ça allait ou passer ou casser, mais que jamais il n'aurait le droit de faire ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il avait fait dans les autres classes. Et que de toute façon, je serais toujours en opposition à lui, tant qu'il serait en opposition à nous. Et c'était tous les jours ça, tous les jours où je lui disais que c'était moi la chef. Et ça a duré combien de temps, ça? 1 mois. Ça a dû être long. Très long, très long, très long. 1 mois d'incertitude, 1 mois où je n'ai pas tourné le dos dans la classe, au groupe classe. Et puis un matin, il a enlevé ses raybanes, il a soulevé son bonnet et il m'a dit « Bonjour madame ». Et je lui ai dit « Bonjour ». Et je lui ai tourné le dos directement pour écrire la date. Donc finalement, ça a été long, mais alors je ne regrette pas qu'on se soit apprivoisé quand même, finalement. Malgré cette violence entre nous 2, hein. Oui, alors, oui. On peut supposer que ces enfants vivent des grandes violences à la maison. Oui. L'école peut être aussi d'une grande violence sur eux puisqu'ils sont perdus dans leur vie personnelle et on peut en rajouter. Il y a une violence qui était intéressante, c'était la langue. Et là aussi, tu désobéis. C'est-à-dire que comme ils sont dans l'école française, ils doivent parler français et eux, c'est pas leur langue maternelle. Et là, tu désobéis à l'injonction qui t'est faite de les faire parler français. Tu peux nous en parler de cette désobéissance? Ben oui, leur langue maternelle, c'est le créole, c'est pas le français. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de comorien aussi. Oui, alors comme je comprenais pas le comorien, ma foi, j'ai pas appris le comorien. Je savais juste qu'il m'insultait. J'avais tellement déjà été insultée en bohémien, en gitan, que ça ne m'ennuyait pas du tout finalement. Et puis il a arrêté de m'insulter. Alors que les autres enfants, c'est quelque chose que j'ai pas complètement compris aussi. On passe des tests en français, des tests avec un psychologue scolaire pour savoir si on doit aller en CLIS, en classe d'adaptation, en classe d'intégration, en classe de je sais pas quoi. Et si on est apte à suivre l'école française ou pas. Et finalement, c'est juste que les enfants, sur les dessins des fiches du psychologue scolaire, ils mettaient des mots créoles. Et il ne se trompait pas quand il disait marmite à la place de casserole, canotte à la place de voilier. Pour moi, c'était du français. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Et j'avais chopé le psychologue scolaire en lui disant « Mais je ne comprends pas, pourquoi tu n'acceptes pas leurs mots à eux ?» Parce qu'il me disait « Ils sont dans une école française, ils font partie d'un département français et je veux qu'ils utilisent le mot français. » Voilà. Donc après, je me rappelle qu'il avait raté une marche dans les escaliers de l'école et qu'il s'était cassé une jambe et qu'il était parti. Et que j'avais été pas très gentille en pensant que, ma foi, quelque part, il y avait une justice. Mais bon, ces enfants-là étaient dans ma classe et ne parlaient pas français. Ils parlaient même pas un créole ancien, ils parlaient un gros créole, comme on dit, un mélange d'anglais, de français et de créole. Impossible de me servir des contes français,
c'était trop compliqué pour eux. De toute façon, ils comprenaient pas un mot sur 5. Et même à la fin, je peux vous dire une chose, c'est qu'utiliser Alphonse Daudet dans des classes françaises dans les années 2000, déjà, le pauvre Alphonse Daudet, son langage était si lointain de la réalité de nos vies, que déjà, même pour des Français, des petits Français, je devais expliquer un tas de choses par rapport aux 3 messes basses, les 3 des curés, etc. Ouais, les moulins et tout ça, il n'y en a plus beaucoup. Ben oui, bien sûr, c'est normal. Donc, en fait, j'avais commencé à attraper des CD de contes créoles, mais le créole de ces CD était déjà différent, différent, trop lointain d'eux. C'était un très beau créole, très ancien, mais trop lointain. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je suis passée en médiation par les cassettes vidéo. Ben oui. Voilà, parce qu'il y avait de l'action. Parce que l'action permet de comprendre ce que le petit mot qu'on a raté, ben, c'est pas grave. Et je faisais pareil, je coupais la cassette à l'endroit le plus palpitant et je disais oui, bah demain. Mais avant de reprendre demain, on redisait ce qui s'était passé dans l'action de la veille et déjà on imaginait, on se projetait sur ce qui allait se passer dans la suite de la cassette. Donc on commençait. En français ou en créole alors? Ça vous le faisiez en français ou en créole? J'acceptais tout. Moitié-moitié, ouais, un peu, ouais. J'ai accepté ce qu'ils voulaient bien m'offrir. Il était hors de question de dire à un enfant redis-moi ça, mais en français, je ne te le prends pas parce que ce n'est pas correct dans ma langue à moi. Donc, il parlait énormément créole. Et quand on a été sur le réseau Marel, avec les fax et tout ça, et qu'ils se sont rendus compte que de l'autre côté, ben, les petits textes, les petits mots qu'ils commençaient à écrire et tout, n'étaient pas compris. Ils ont commencé à se poser des questions et ils m'ont dit, alors là, tu vois, ils n'ont rien compris ce que j'ai dit et moi, je voudrais bien qu'ils comprennent. Alors, je dis, on fait comment? Il dit, bah, tu vas m'aider à le dire en français, ça. Et on gardait le créole pour les poésies, les textes du journal, les textes personnels, tout ce qui était de l'ordre du ressenti et qui est tellement magnifique, en fait. Et pour l'histoire, la géographie, les échanges sur les animaux, la faune, la flore, l'architecture, tout ce qu'on avait à partager avec les enfants de la métropole, tout ça, eh ben, il rentrait tout doucement dans la langue française. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont su quand est-ce qu'ils voulaient prendre le créole et quand est-ce qu'ils voulaient aller vers le français. Et c'était gagné. Ce qui est intéressant dans ton expérience, c'est que tu, comment dire, tu réfléchis d'abord à ce que les enfants ont besoin et pas aux injonctions de tes inspecteurs, de ta hiérarchie. Non, les inspecteurs ont été des gens qui sont passés dans ma vie d'enseignante, que j'ai respectés, qui m'ont respectée dans l'ensemble, à part un. Et qui m'ont dit, tant qu'on n'a pas de vague avec les parents, nous, ce que vous faites, c'est pas que ça les ennuyait, mais ça les tracassait pas plus que ça, fort heureusement. Certains, quand j'emmenais des enfants, par exemple, quand je suis partie en Tunisie, quand je partais, ils me signaient leur autorisation quand j'étais rentrée. Parce qu'il ne s'était rien passé, peut-être. Ouais, exactement. Mais il y en a toujours des comme ça, des inspecteurs? Est-ce qu'ils sont toujours comme ça? Ou est-ce que vous aviez l'impression d'avoir vécu une époque dorée? Oui. Où on pouvait faire, être un peu plus expérimental, un peu plus créatif? Vous avez raison, c'est surtout ça, je pense. Aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Ah, je crois que je serais restée en IME finalement, dans les classes d'enfants dits handicapés. Oui, c'est là peut-être que j'aurais continué à garder mon enthousiasme et ma curiosité d'aller vers les enfants tels qu'ils sont et et les accompagner dans ce qu'ils veulent être. Oui, c'est ça. Mais je crois pas que j'aurais continué dans l'école dite ordinaire. J'en sais rien.
D'accord, parce que vous avez l'impression que dans l'école dite ordinaire, on ne regarde pas l'enfant, mais on regarde un format à acquérir. Oui, quand vous voyez des évaluations dès la maternelle, ben, ça paraît complètement aberrant. Moi, j'ai Ça commencé existait déjà à votre époque? Oui, à la fin, Oui, j'ai oui. jamais voulu remplir. Ah oui. Non. Donc, Jean-Guillaume parlait de désobéissance, là, vous y Ouais, étiez dedans. ouais, exactement. Mm. Et alors, par contre, avec des enfants un peu différents, vous parliez d'IME, là, vous sentez qu'il y a encore possibilité justement d'écouter ce qu'est la personne? Oui, ça a été la dernière année. Mm. La dernière année, j'ai faite en IME, dans un château encore. Tiens. Et ça a été une année. Château des volcans. Hein. Ah, ça a été une belle année, une très belle année. Je suis partie à la retraite à la fin et j'ai dit aux enfants que j'avais adoré ce, ce métier, mais qu'eux, ils avaient été la cerise sur le gâteau. Et que cette année-là, mais j'ai encore appris, j'aurais voulu continuer finalement encore quelques temps. Mais c'était pas possible pour les raisons qu'on sait. La gestionnaire de mon dossier m'avait fermement et gentiment dit si vous partez pas maintenant, il vous faudra travailler 11 ans avant de partir avec la retraite que vous avez maintenant. 11 ans, non, ça faisait beaucoup. J'aurais voulu continuer 3-4 ans pour le bonheur que j'avais de tout ce que j'avais découvert. Donc, c'est pas bien grave. Je suis partie à la fin de cette année-là. Et je rencontre mes élèves devenus adultes qui viennent toujours m'embrasser dans les magasins de la petite ville là, de Vernou à côté où j'habite. Et je me dis que ça a été la découverte. J'ai découvert beaucoup de choses. Mais alors là, j'avais des enfants qui ne parlaient pas du tout et dont les médecins ne savaient même pas pourquoi ils ne parlaient pas, qui avaient les yeux pétillants, qui avaient un beau sourire, qui s'accrochaient à mes lèvres. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils comprenaient. Voilà. C'était très étrange, mais on arrivait à communiquer. J'avais des enfants très différents et qui avançaient avec ce même bonheur d'apprendre et d'avancer que les autres, mais avec des chemins tellement différents de ce que j'avais connu qu'ils m'ont fait découvrir une jungle. C'était très intéressant. Oui, ça a renouvelé de l'enthousiasme que vous commenciez peut-être à perdre en voyant ce qui se passait dans l'école plus, avec des enfants un peu plus normales. Est-ce que vous diriez qu'actuellement, c'est presque indispensable de désobéir pour survivre, pour arriver à faire quelque chose avec les enfants qui, eux, sont dans ces parcours normaux et qui n'ont pas finalement la chance presque d'être classés comme différents? Oh là là, c'est une question qui est fondamentale, qu'on retrouve aujourd'hui dans notre… Enfin, aujourd'hui, je suis plus partie au niveau de la politique locale et tout. On le retrouve, ça. En tant que citoyenne, la désobéissance civile, on en parle beaucoup. Et on dit, oui, il le faut. Mais jamais j'oserais dire ça à des collègues en difficulté aujourd'hui. J'aurais envie de leur dire de se protéger quand même. Parce qu'en se protégeant, elles garderont une sérénité qui sera très importante pour les enfants avec qui elles seront. Si c'est pas de sérénité et plein de stress, mieux vaut effectivement à ce moment-là désobéir. Et se protéger comment? Parce que vous avez eu cette occasion avec des classes uniques, des classes multi-âges et tout ça, qui sont petit à petit interdites. Comment peuvent-elles se protéger et avoir le bonheur que vous avez eu à faire toutes ces observations, ces expériences, à laisser votre instinct libre? Alors, je ne sais pas si elles sont heureuses. Les collègues avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui sont encore en poste, sont pas heureuses vraiment, ne sont pas heureux vraiment. Alors, ils ont trouvé un compromis entre ce que leur demande l'inspecteur, l'évaluation dès la maternelle, et ils trouvent des petites bulles de liberté qu'ils créent dans leur classe, et je trouve ça complètement honorable
Ouais, vraiment, La protection. c'est une belle résistance. Mais il ne faut pas qu'ils se mettent en danger et ça apportera pas plus aux enfants d'avoir quelqu'un qui viendra derrière et qui sera un peu plus rigoriste. Ce que tu sembles décrire, c'est qu'il y a quand même eu deux époques. Il y a eu un moment où visiblement il y avait une grande ouverture et vous étiez dans une possibilité d'échanger, on vous laissait faire et ce moment-là semble s'être refermé avec une mise au pas de toutes les façons de faire qui pourraient être différentes, un contrôle, etc. C'est ce que tu sembles décrire. Exact. Et là, en ce moment, avec le confinement, on peut dire que c'est l'apothéose. Sauf que c'est aussi le moment peut-être pour les parents de prendre leurs responsabilités, les enseignants de dire, bon, ben, faites autrement que ce que les inspecteurs disent de faire ou le ministre dit de faire par rapport à la continuité pédagogique. C'est le moment d'en profiter. C'est une question. Hein. Peut-être, mais je sais que c'est très compliqué au niveau des enseignants qui font classe devant leur ordinateur, qui ont 26 petites cases qui s'ouvrent tous les matins et qui sont épuisés à la fin de la journée d'avoir travaillé avec cet écran toute la journée et d'avoir parlé tout le temps. Comment donner la parole à 26 enfants qui sont comme ça dans leur bulle? Je crois pas qu'ils envisagent une continuité pédagogique facilement. Après, j'espère qu'il y en a qui le font parce qu'ils ont que 13 ou 15 enfants peut-être. Mais je sais pas. Hein. Je n'ose dire. Je peux pas dire quelque chose là. Ce sera à eux de dire. Est-ce que tu as aussi l'impression que tous les enfants que tu as croisés, tu leur as légué une possibilité d'être des êtres libres, des êtres vraiment vivants, branchés sur leur nature profonde et pas branchés sur l'obéissance, et qu'aujourd'hui ils sont à même peut-être de dire non quand il faut dire non, de faire des choix qui impliquent beaucoup de maturité. Est-ce que tu as ce sentiment que tu leur as donné ça? Pour certains avec qui je suis toujours en relation, oui. Même si c'est pas un chemin très facile d'ailleurs, finalement. Et pour ceux que je ne vois plus, ben, je l'espère. Voilà. Mais est-ce que vous avez jamais pensé à quitter l'éducation nationale? Ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir été au bon moment peut-être? J'ai jamais eu envie de quitter l'éducation nationale et je me suis sentie à ma place. Je ne regrette absolument rien. Je pense que j'ai eu beaucoup de liberté parce que j'avais fait des choix de structure où finalement peu d'enseignants avaient envie d'y aller et les inspecteurs ne savaient pas toujours nous donner des conseils pour ces classes-là, que ce soit les classes dans les banlieues difficiles, les classes de perfectionnement, les CPA, PPAN, etc., ou que ce soit dans les classes uniques. Et cette permission des enseignants, pas des enseignants, des inspecteurs ou des conseillers pédagogiques, cet effacement finalement, eh ben, m'a donné toute ma liberté de tâtonner, d'enseigner, et surtout, je remercierai jamais tous les enseignants que j'ai croisés sur ma route, évidemment Bernard en priorité, mais plein d'autres aussi, tous ceux qui étaient à côté de moi, qui se posaient des questions, qui disaient qu'ils n'y arrivaient pas, alors qu'ils avaient déjà plein de réponses, juste en revenant à ce qu'ils étaient en train de faire. Et finalement, c'est eux qui m'ont formé, hein. Eux puis les élèves. Et puis je dirais les parents, parce que les parents, ils sont avec nous dans cette histoire d'éducation, à nos côtés, avec leur incompréhension, des fois leur agressivité, et ça nous permet de dire « Oh, oui, j'ai été trop vite, j'ai pas eu le temps de leur expliquer. Je reviens en arrière et puis je prends ce temps-là. » Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont cette posture encore aujourd'hui? De prendre du recul, vous venez parler de prendre du recul et tout ça. Est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils croulent sous les évaluations, les dictats, les programmes, tout, les violences, ces sortes de violences cachées? Ouais, je crois qu'on en est plutôt là. Hein.
Mm. Après, aujourd'hui, j'entendais sur une radio, France Inter, qu'il y avait une enseignante, elle appelait chaque semaine tous ses élèves. Je crois qu'il y a des enseignants fabuleux, formidables maintenant, Alors, en ce moment. on en a reçu un qui Oui. était très intéressant, Oui. qui a témoigné de comment il avait mis en place une école de 3e type. C'est Cyriac Bessard, hein, Ouais. qui explique que justement, comme ses élèves étaient habitués à être autonomes, eh bien, le passage au confinement est assez facile, plus facile en tout cas, parce que les enfants continuent ce qu'ils faisaient, mais le font à la maison, puisqu'ils ne sont pas habitués à être passifs. Ils ont développé une autonomie. Voilà. Eh bien, je pense que oui, ces enfants-là, ils doivent s'en sortir pratiquement le mieux possible. Très bien. Mm. Eh bien, merci en tout cas pour tout ce que tu nous as raconté, parce qu'on voit qu'il y a eu des possibilités étonnantes dans l'éducation nationale et finalement, elle s'est approchée d'un espace de grande liberté. Tout à fait. Tu vois, Oui. Attendez, je vais faire passer un commentaire qu'on a eu quand même, parce qu'on était vraiment fascinés par ce que vous disiez. J'ai pas trop fait passer de commentaires, mais voilà, je ne sais pas si vous arrivez, si vous pouvez le lire. Hein. Nathalie qui nous dit « Vive les rebelles polis ». Merci de partager votre expérience et votre liberté. Et oui, à aller parler à l'être qui a été blessé chez le plus pervers de notre monde, que nous devrions considérer, c'est aller vers l'être qui a été blessé chez le plus pervers de notre monde, que nous devrions considérer comme une priorité citoyenne. Je pense que c'était au moment où vous parliez de vos volcans à La Réunion. Mes petits volcans. Les petits volcans de La Réunion. Ouais, c'est vrai. Ah là là, je les regrette pas. Quand je lis les journaux qu'ils ont fait, mon Dieu. Vous avez tout gardé? Tout, évidemment. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci à tous. Restez juste un petit peu avant nous parce que, voilà, déjà, je voudrais vous demander si vous avez aimé, si vous avez passé un bon moment avec nous, n'hésitez pas à liker, à manifester votre plaisir sur notre page, puisque le plus de personnes qui nous écoutent, qui nous voient, le plus important, c'est pour nous. Et puis, nous vous invitons aussi à aller sur la page de la plateforme de l'enfance libre que je vais faire apparaître à l'écran ici. Voilà, ça devrait apparaître. Voilà, parce que vous y trouverez un appel aux questions pour la semaine de la non-violence éducative qui va se dérouler à partir de la semaine prochaine, puisque la journée des violences éducatives ordinaires est le 30 avril, comme tous les ans. Et sur cette page, vous pouvez poser vos questions et par rapport à la non-violence éducative. Et d'ailleurs, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit dessus si j'arrive à y aller. Voilà. Pendant la semaine du 24 au 30 avril, nous avons fait un partenariat avec la réalisatrice Clara Bellard. Et elle s'entretiendra avec de nombreux invités, tous engagés dans la lutte contre les violences éducatives ordinaires. Donc, beaucoup d'invités que nous avons eus ici et d'autres. Et ces rencontres seront diffusées tout le long de la semaine sur la plateforme de l'enfance libre. Alors, n'hésitez pas à y aller. Vous aurez la possibilité de poser vos questions et ces questions seront reprises dans la série d'interviews que Clara Bellard, réalisatrice de Être et Devenir, et qui était ici il y a une dizaine de jours, elle réalisait cette série d'interviews en partenariat avec nous. Et vous retrouverez donc beaucoup d'experts, de personnalités, de militants qui sont venus ici. Alors n'hésitez pas, je vous ai mis les liens en dessous. Il y a quelques chiffres qui sont un peu compliqués, mais vous retenez plateforme de l'ensemble libre, de l'enfance libre, et puis même de l'ensemble libre d'ailleurs aussi, mais c'est plateforme l'ensemble libre Mulhouse, et c'est Clara Bellard, le film, sur Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, posez vos questions, vos commentaires, et cela va nourrir ce beau projet qui va nous permettre d'aller jusqu'à la journée des violences éducatives ordinaires. Voilà, donc la petite annonce que l'on voulait faire et qu'on fera sans doute un peu tous les soirs. Donc merci beaucoup Jean-Guillaume, merci beaucoup surtout Marie-Chantal d'avoir partagé toute votre expérience et tous vos instincts avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe, Manuel, Ophélie, Emmanuel, Lauriane, Guillemette, Emmanuel et Élodie, qui sont tous derrière.
Et donc, juste un petit topo de nos prochaines rencontres. Demain, nous recevons Yves Bonardel, qui a écrit sur la domination de l'adulte et sur l'agisme. Jeudi 16, nous aurons Daniel Delanoë, qui est psychiatre et anthropologue et qui a écrit sur les violences corporelles sur l'enfant. Vendredi 17, nous aurons Edwige Antier, donc une ancienne ministre, mais qui est pédiatre. Députée, oui, qui est pédiatre. Samedi 18, et donc Edwige Antier qui est à l'origine de la loi contre les violences éducatives ordinaires. Samedi 18, nous aurons Jean-Pierre Lepris sur les apprentissages, autonomes. C'est bien ça, Jean-Guillaume? Oui, c'est ça. Et Jean-Pierre Lepris est un ancien inspecteur. Vas-y, oui. Voilà, qui explique en quoi l'éducation est une absurdité, en gros. N'éduquons pas, voilà. Laissons les enfants libres. Je résume, hein, il nous expliquera plus en détail sa pensée. Voilà, on passera un petit moment avec lui. Dimanche 19, nous aurons Cécile Priou, aussi au sujet de l'école et des apprentissages. Qui a mis en place une école alternative, on dirait aujourd'hui, proche d'une école démocratique. Voilà. Et donc, nous terminerons cette saison, cette série, lundi 20 avril avec Olivier Morel, qui est à l'origine de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires, dont nous avons reçu le président actuel hier. À bientôt et merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, restez avec nous encore.